Or, le niveau d'expérience à acquérir en classique, me paraît lui aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment multiplier les matchs et les tournois et analyser ses parties pour constater les erreurs qu'on commet. Donc plus on joue en classique, plus on progresse, pas par le simple fait que, comme dans toute discipline, l'expérience apporte quelque chose, mais le classique a ceci de spécifique que celui qui dit aujourd'hui qu'il a tout vu au classique, il ment. Ouais. Il y aura toujours un truc qu'on n'a pas prévu qui va se produire, Mhm. là où au duplicate, sans dire que c'est plus prévisible, parce que c'est pas exactement ça. Quand tu as des coups en quadruple appui, il y a 2 joueurs dans le monde qui vont les voir à un instant T, si c'est pas à moins. Mais, disons qu'en duplicate, l'objectif est plus centré et le nombre de compétences, je vais essayer de le schématiser. En Mhm. gros, en classique, tu as besoin de beaucoup de compétences, donc c'est plutôt une vision, horizontale et sur ces compétences, tu as un dosage plus ou moins fort, mais tu as pas besoin d'être à 100 sur chacun de ces niveaux-là quand tu joues. Je comprends. Alors Mhm. qu'en duplicate, tu as moins de compétences qui sont monopolisées, mais par contre, il faut vraiment être au top pour gagner. C'est Donc vrai. c'est plutôt vertical, tu C'est vois? vrai. C'est ça que je vois comme différence. Bonjour à tous. Alors, Passion Scrabble accueille aujourd'hui Orphée. Je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à résumer son parcours, comme je le fais souvent avec des invités. Sur le site de la Fédération internationale de Scrabble francophone, le parcours de Orphée tient sur plusieurs pages. Orphée est un passionné de Scrabble classique, et rien qu'au cours des 3 dernières années, il a fait plus de 200 tournois avec plusieurs trophées à la clé. Alors, je ne peux pas tous les citer, sinon l'entretien ne finira pas, mais je peux parler de certains, notamment les plus frais. Orphée a remporté le 14 septembre dernier le tournoi classique de Courbevoie. Alors, il est série A. Il y avait quand même la présence de quelques séries jokers. Il nous en parlera un peu plus pour qu'on puisse comprendre c'est quoi ces histoires de séries. Il avait été vainqueur du tournoi Le Coudray en mai 2024, vainqueur aussi à Orléans en mars 2024, à Boulogne-Billancourt en février, toujours en 2024. C'est vous dire que uniquement sur 2024, il a eu à faire pas mal de compétitions. Championnat de France, championnats régionaux, masters régionaux, festival X, festival de Vichy, Orphée est ce qu'on peut appeler un véritable marathonien. Il participe également à des événements internationaux, quatrième au championnat de Grèce, huitième au championnat du monde international à Louvain-la-Neuve en 2022. Malgré son bon niveau, Orphée ne semble pas être très attiré par la version duplicate que série 4B et peut voir aucun tournoi à son actif la saison écoulée. Aujourd'hui, on le reçoit. On va pouvoir lui poser toutes ces questions-là. Bonjour et bienvenue à toi, Hervé, sur notre chaîne. Bonjour Boubacar, comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Bah, ça va plutôt pas mal, merci pour ton invitation, qui va nous permettre de parler un petit peu de classique. Donc, Mais j'aimerais qu'on revienne déjà sur les premiers pas, le départ. Le Scrabble et toi, ça a commencé comment? moi, c'est une histoire qui me semble assez classique, en tout cas, dans la façon dont ça peut se passer en France. C'est une histoire, dans l'enfance, de grands-parents qui, regardent les chiffres et les lettres, qui ont un jeu de Scrabble à la maison et avec qui fatalement tu finis par jouer vers, 6-7 ans dans ces eaux-là. Et puis après, très épisodiquement, jusqu'à 2019, on va dire. Tu as commencé à jouer, tu avais à peu près 7 ans, c'est ça? Ouais, entre 6 et 8, je saurais pas le dater précisément. Je sais que je regardais avec mon grand-père les chiffres et les lettres, très tôt, vers l'âge de 4 ans, puisque j'ai appris à lire, écrire et compter à cette période-là, à peu près. Et puis il y avait des petits, incentives, comme on dit en anglais, Mhm. Mhm. puisque, j'avais 1 franc quand je trouvais le bon compte et j'avais, 1 franc quand je trouvais un mot de 9 lettres, 50 centimes un mot de 8 lettres, et cetera, et cetera. Donc c'était, Très tôt. les premières primes de match, très, très tôt dans l'enfance, ouais. Et comment tu as atterri sur le Scrabble avec le plateau, etc. C'est quoi? Alors le C'est... Scrabble, c'était plutôt le jeu de ma grand-mère, hein. D'accord. Donc c'est elle qui m'a appris à jouer et qui a eu le malheur de jamais gagner un match, du coup. Très tôt, tu as commencé très tôt à gagner contre tes grands-parents, contre des Ouais, amis.
On avait un écart d'âge qui était très important du fait de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire Mhm. qu'ils avaient eu leurs enfants très tardivement, puisqu'ils avaient été empêchés par la guerre, et par conséquent, quand j'ai commencé à y jouer, elle était déjà dans un âge avancé, et elle avait absolument jamais joué en club, ou donc aucune stratégie, et le but c'était de faire des jolis mots et des choses comme ça. Donc avec quelqu'un en face qui avait, même en étant enfant, un esprit mathématique, c'était difficile. Et donc, du coup, dans la continuité, on va dire, plus tu as avancé dans l'adolescence, etc., comment ça s'est matérialisé Alors jusqu'à ce là, que... ouais, là j'ai vraiment très très peu joué. Je jouais une fois de temps en temps avec ma mère et ma sœur qui jouent plutôt pas mal pour des gens qui sont pas dans des clubs, c'est-à-dire Mhm. qui sont en capacité de se rapprocher parfois des 500 points, mais avec une moyenne plutôt aux alentours de 400. Et j'avais un ami d'enfance qui avait des difficultés scolaires et donc je l'avais emmené sur le jeu et on a dû jouer une centaine de parties étalées sur 10 ans. Et il a pris goût au jeu parce que il a appris à le maîtriser. Puis après, quand on s'est perdu de vue, j'ai vraiment plus du tout joué pendant les 20 ans qu'on suivit, on va dire, à part une partie une fois de temps en temps, à Noël, le jour de l'an, enfin, des trucs comme ça en famille. Alors, tu sais, en fait, dans les géographies d'où je viens, hein, notamment en Afrique, moi je viens du Sénégal, on est à peu près, tu vois, la plupart des gens que je connais qui pratiquent le scrap, ils sont à peu près un peu comme toi, tu vois, ils sont un peu, et ils n'ont jamais réussi à faire la reconversion. J'ai beaucoup de gens qui me disent que ça les intéresse pas le duplicate, mais avec ça, avec toi, on en parlera plus en détail un peu plus tard. Mais si je fais juste le parallèle, c'est souvent en fait des gens qui vont beaucoup jouer, qui vont beaucoup évoluer, mais qui vont toujours rester en fait dans le giron et dans le cocon de jouer avec des amis, etc. Pour toi, comment s'est passée la transition pour Comment je suis arrivé en arriver, club, tu veux dire? oui, dans les clubs, etc. Qu'est-ce qui s'est Alors passé? là, c'est vraiment c'est un fait de vie, on va dire. J'ai toujours eu dans un coin de la tête que je devais pas être trop mauvais au Scrabble, vu que à chaque fois que je jouais avec des gens, je gagnais, sans aucune expérience ni expertise au-delà des expériences familiales que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et il s'est passé, je dirais, ça me trottait dans la tête un jour de rejouer. Et c'était concomitant avec le fait que, bah, progressivement, moi je faisais du foot, hein, donc j'ai été, pour la petite histoire, j'étais recruteur en première division grecque au club de Panionios, Ok. dans les années 2010. Et il s'est passé que progressivement mon niveau au football a baissé, et pour une raison que je ne pouvais pas comprendre, puisque je pensais que c'était le vieillissement, alors que c'était une maladie dégénérative qui était pas diagnostiquée. Voilà. Ok. Et donc, en 2016, j'ai fait une première tentative auprès de la Fédération française. Donc, j'ai contacté le club de Joinville, à côté de chez moi, et je leur ai demandé s'ils jouaient au classique, puisque en regardant sur les ressources de la Fédération française, j'ai compris qu'il y avait du duplicate et du classique. Et bah, il y en avait pas, donc finalement, j'ai pas été orienté plus que ça, et j'étais peut-être pas à cette époque-là dans une urgence qui faisait que j'aurais eu envie d'ouvrir toutes les portes. L'année suivante, en 2017, donc mon ami d'enfance, on vient de la même ville en Grèce, Aris Théophilou, qui fait aussi du Scrabble au club de Fruges avec moi. J'étais chez lui pour une affaire personnelle, et j'ai vu qu'il avait un jeu de Scrabble fait main en bois. Hmm. Donc je lui ai demandé s'il jouait en Scrabble, et il m'a dit que oui, il jouait au Scrabble et qu'il battait les Français dans leur langue. Donc ça m'a intéressé, puis on a fait deux trois parties, et dans ces deux trois parties, j'ai dû faire 550 points de moyenne. Et donc ça l'a interpellé. Bah, j'ai eu beaucoup de réussite évidemment, hein. C'est à cette époque-là, encore une fois, sans entraînement ni rien, normalement, je faisais pas des performances comme celle-là. Donc ça l'a interpellé, et puis il m'a questionné. Et puis on a rejoué épisodiquement pendant les 2 ans qu'on suivit. On a dû faire une dizaine ou une vingtaine de parties dans ces eaux-là, sur cette Ok. période. Mhm. Et j'ai réessayé une première fois en 2017, et puis cette fois, on m'a orienté vers un club, auprès de la Fédération française, pardon. On m'a réorienté, on m'a orienté vers un club qui avait une séance classique, mais cette séance classique avait lieu le vendredi après-midi, donc c'était pas possible pour moi. Donc Pas là possible. aussi, j'ai abandonné. Mhm.
Et puis en plus, ensuite est venu l'été 2019. Donc l'été 2019, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu la naissance de mon premier enfant en juillet. Il y a eu le diagnostic de ma maladie en août. Et cette maladie m'interdisait toute pratique du sport, hein. Ah, Donc, sportif. voilà, donc un excellent moyen de me pousser à aller chercher un peu plus avant. Oui. Et donc j'ai rappelé le club de Joinville, qui m'a orienté vers Corentin Tournedouet, qui lui-même m'a orienté vers Johan Controu. Et donc début septembre, Mhm. j'ai participé à mon tout premier tournoi à Saint-Exupéry, Paris-Saint-Exupéry, donc au Trocadéro. Et mon tout premier match m'a opposé à Jean-François Lachaud. Comme par hasard. Voilà, Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme c'est ça comme que, ça que c'est parti. Ah, et parce que après, effectivement, je le disais dans l'introduction, quand j'ai regardé le site pour un peu voir en fait ton parcours et tout, entre 2019 et aujourd'hui, tu as fait énormément de tournois. C'est quoi? je C'est peux te voulu? donner précisément, hein. Je peux te dire Oui, précisément, parce que c'est très facile à retenir, parce que oui, jeudi dernier, Thibaut Delfour, le oui, délégué classique du comité Paris-Île-de-France, oui. Paris-Île-de-France Ouest, Mhm. organisait un tournoi à Nanterre, et Oui. j'y ai participé. C'était mon centième tournoi classique, précisément. Centième tournoi officiel. Ouais. Waouh, ça fait beaucoup. Mm. Bah, après, il n'y en a pas beaucoup de gagnés. Si, quand même. Si, quand même, ne serait-ce que sur 2024, on a vu, hein, 2024, je sais pas si c'est ta meilleure année, mais au moins 2024, moi, j'ai compté entre 5 et 6 tournois où tu as fini premier. Ouais, un petit peu moins. J'ai gagné 4 tournois cette année et Pas 3 l'an mal. dernier. Ouais. Et donc, du coup, maintenant, si on revient un peu sur le parcours, là, pour le Mm. coup, en 2019, tu mets carrément le pied dans l'étrier, et là, tu commences en fait à intégrer un club, etc. Et là, comment ça se passe? Alors, je pose cette question-là, j'ai l'habitude de la poser parce que je précise quand même que cette chaîne-là, il y a beaucoup d'abonnés du Sénégal, donc de Dakar à Yaoundé en passant par Abidjan. Et c'est pas forcément en fait des gens qui sont avec la fédération, etc. Donc, c'est beaucoup de gens qui jouent sous l'arbre à palabres, etc. Et généralement, quand je discute avec eux, pour eux, le Scrabble se limite en fait à jouer entre amis, etc. Généralement, les gens, en tout cas ce que je côtoie et qui ne sont pas avec la Fédé, etc., ils pensent que le Scrabble classique n'existe pas en compétition internationale. Donc là, c'est l'occasion justement en fait Mm. d'en parler. Et donc, du coup, toi, tu as mis les pieds dans un club. Et ensuite, comment ça se passe? Comment ça se passe, les tournois, etc.? Comment c'est organisé? Alors, bah, les tournois, généralement, se jouent sous une formule suisse ou pas très loin. Donc, un système qu'on connaît aux échecs, au bridge, enfin, dans ce type de jeu où il n'est pas possible, comme au football ou dans les sports d'équipe, de faire s'affronter toutes les équipes entre elles dans des poules. Mhm, Et donc, il y a diverses formules, mais globalement, les gens se rencontrent d'abord dans une petite phase de poule qui est liée à leur classement international, qui permet d'équilibrer les poules. Et puis une fois que la phase de poule est terminée, ils s'affrontent suivant un nombre de rondes déterminé à l'avance, hein, puisqu'on sait combien il y aura de parties dans un tournoi dès lors qu'on s'y inscrit. Ils s'affrontent de pair en pair en fonction du classement qu'ils ont au moment de leur rencontre. Par exemple, si tu as une poule de 5 parties et que tu as un tournoi de 12 rondes, à la fin de la cinquième partie, les joueurs qui dans leur poule ont fait 5 victoires et 0 défaite s'affrontent entre eux, et ceux qui ont fait 0 victoire et 5 défaites s'affrontent aussi entre eux, de telle sorte que sortis de la phase de poule, chacun rencontre des joueurs à peu près de son niveau, ce qui rend les parties souvent plus intéressantes, moins déceptives pour les moins bons, donc plus passionnantes pour tous, quoi. un peu comme le système de play off, play down, comme il existe au basket. Les plus forts Donc, s'affrontent au bout, ensuite les un peu moins forts, etc. C'est très bien. Quand toi, tu es arrivé, en fait, ce modèle-là, tu l'avais compris comme ça, quand tu venais à un club, ça a toujours été comme ça oui, depuis oui, tout le temps? oui, oui, ça a toujours été comme ça, puisque le classique a commencé à se développer en 2003 sous l'impulsion d'un petit groupe de joueurs qui aimaient le classique. Alors, Mhm, si on peut les nommer, je dirais Jean-François Imbert, Jean-François Ramel, Pierre-Olivier Georget, Hervé Bobot. mhm, C'est-à-dire que ces quatre-là, alors j'étais pas présent à l'époque, hein, donc je reconstitue l'histoire et je m'excuse auprès de ceux que je pourrais oublier, mais mhm. ces quatre-là étaient très investis à l'origine, et certains d'entre eux le sont toujours. Et donc, du coup,
à partir de 2019, quand tu as commencé à jouer de façon entre guillemets officielle en compétition, etc., comment ça s'est passé en fait pour pouvoir grimper, arriver à ce niveau-là? Déjà, tu en profites aussi pour nous expliquer les histoires de séries. J'ai vu A, J, B, C. Comment ça fonctionne ça? Alors, il y a une petite spécificité, c'est que le moment où je suis arrivé, c'était pile le moment où il y a eu une réforme et qu'on est passé d'un classement qui était un classement cumulatif, qui Mhm. avait été, pensé, au début du renouveau du classique, ou plutôt au lancement de l'activité classique à plus grande échelle, donc à partir de 2003. Ce classement était sans doute arrivé à la fin de sa vie puisque, il avait montré quelques limites, voilà. Après il avait tout le mérite d'exister et c'est facile de réécrire l'histoire après et dire qu'il avait des défauts. Il fallait passer par cette étape, pour trouver quelque chose de mieux, avec le temps, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, je voudrais que personne prenne ombrage de ces remarques, surtout que, ceux qui ont établi ce classement-là sont ceux qui ont relancé une activité qui était un peu dans l'ombre. C'était très pratiqué en Afrique, mais quasiment pas, en Occident. On venait d'avoir une réforme, on était passé à un classement Elo, donc sur le modèle de ce qui se fait dans les échecs, puis finalement qui a été utilisé par plein de fédérations, y compris par la FIFA, dans le football, hein, pour le classement des équipes nationales, même si là aussi ils ont fait plusieurs réformes et donc à partir du moment où il y a eu le classement, Elo, on avait un classement qui permettait d'établir, vraiment un classement en fonction du niveau des joueurs, alors qu'avec le classement préexistant cumulatif, si on jouait beaucoup, avec des performances même moyennes, pas des mauvaises bien sûr, mais même moyennes, on pouvait quand même grimper dans la hiérarchie et donc il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont jamais pu atteindre la série B, qui à l'époque étaient montés jusqu'à la série A. Donc il y a 4 séries en classique. Ok. On va dire qu'on a, à peu près 80-90 joueurs qui sont jokers. Joker. Ensuite, on a voilà, joker. Ensuite, on en a un petit peu plus, 120-130, qui sont série A. Ensuite, D'accord. on a une masse de joueurs qui sont série B, qui sont encore plus nombreux. Puis après, les 55 qui restent, ils sont série C, donc la série la plus basse. Mais selon la série où on se situe, alors je schématise, c'est pas exactement ça, mais pour que ce soit plus simple pour tout le monde, selon la série dans laquelle on se situe, on n'a pas le même coefficient. Ce qui fait que quand on est en série C, si on Oui. performe, on va grimper plus vite au classement que si on D'accord. est série joker. Voilà. D'accord. Ok. C'est le but étant de rendre le classement Dynamique quoi. plus volatile, ouais, plus dynamique et plus volatile en bas de classement, pour que les gens qui ont un certain niveau ne perdent pas de temps en série C, à remporter leur série C et à décourager les autres s'ils ont un niveau qui est plutôt niveau B, niveau A, voire joker. D'accord, ok. Donc du coup, oui, il y a un nivellement vers le haut et puis en fonction des performances qui sont faites. C'est un peu comme le football en quatrième division, les gens montent en troisième, en deuxième, en première division, etc. C'est un peu ce modèle-là. Je sais pas si on peut comparer, mais disons que, il y a 20 équipes ou 18 équipes maintenant en première division, alors Oui, qu'en en quatrième division française, il y a, alors ça s'appelle pas comme ça, mais peu importe, c'est encore une fois, c'est un raccourci. Quatrième oui. division française, il y a 8 groupes de 16 équipes, 14 équipes, et donc il y a, plus de concurrence certes, mais aussi plus de place pour monter. Ok, bah très bien. Alors si on revient sur notre partie parcours, là pour le coup, comme tu viens de le dire, 2019, bah, tu mets le pied et là tu commences un peu à y aller à fond. Euh, Généralement, c'est le moment, là je parle par expérience, hein, beaucoup de gens qui ont commencé par le classique, qui ont commencé un peu à structurer la chose, et puis bam, qui découvrent aussi le duplicate et qui font soit les deux, ou bien qui migrent. Toi, de ce que j'ai vu sur ton parcours, série 4B, Alors, avec ton niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas accroché sur duplicate? mais en fait, je sais pourquoi je suis venu faire du Scrabble. C'est-à-dire que j'ai toujours fait des sports d'affrontement. J'ai fait du football et du tchoukball. J'ai fait du hand, Mhm. j'ai fait du tennis, j'ai fait, des sports d'opposition et donc Mhm. venir au classique, venir au Scrabble, c'était pour jouer au classique, pour, retrouver la compétition que je perdais puisque je ne pouvais plus faire de sport. Donc il n'était pas question pour moi de jouer tout seul, puisque, si je compare, le duplicate, ça ressemble plus à une course de fond je dirais pas un sprint, ça serait exagéré, mais plutôt à une course de fond sur Mhm. lequel on se bat contre le chrono. En l'occurrence, au duplicate, on se bat contre le L'ordinateur.
contre l'ordinateur. Et donc, c'est pas ce qui m'attire dans le jeu. En revanche, je pratique à une certaine dose le duplicate sur les outils de la fédération, parce que c'est un excellent entraînement pour le classique. Ok. Et tant mieux pour ceux qui trouvent du plaisir à la compétition duplicate, et ils ont bien raison si ça leur plaît, mais c'est pas moi ce qui m'attire, je le considère plutôt comme un entraînement. D'accord, ok, je comprends mieux. Ce qui te stimule le plus, en fait, c'est ce... Et donc, du coup, dans le classique, parce que il y a les avis divergent, hein. Pour certains, le classique, il y a trop le facteur chance. Pour d'autres, le classique, c'est pas si intéressant que ça, etc. Qu'est-ce que toi, tu pourrais mettre en avant, toi qui es un expert et qui est full classique, qu'est-ce que toi, tu pourrais mettre en avant sur le classique, typiquement? Par rapport en fait à cette façon de penser-là. Alors, je pense que ceux qui disent qu'il y a trop de chance ou trop de hasard au classique, il faut mesurer qu'ils ont une vision des choses vue du point de vue du joueur de duplicate. Donc forcément, dans un jeu qui n'a pas de hasard, sur lequel on a 2 voyelles et 2 consonnes pendant les 16 premiers coups, et où on va positionner les mots, de telle sorte qu'ils créeront des rallonges avant, des rallonges, arrière, et cetera, le caractère aléatoire peut paraître, monumental au regard de ce qu'il est véritablement si on a une analyse neutre. Voilà. Et de plus, comme moi j'ai tendance à considérer le classique comme l'art de dompter le hasard, il y a une stimulation à essayer d'équilibrer son reliquat, à envisager tout un tas de choses pour éviter d'être soumis, aux aléas du contenu du sac. Dire qu'on y échappe tout le temps, c'est faux. Maintenant, j'entends souvent le hasard, c'est 20, 25, 30, 35, 40, 50% de chance. Bah, moins on joue bien, plus le facteur est important et mieux on joue, moins on est soumis à ces aléas. Et je voudrais surtout rappeler que comme on n'a pas beaucoup pensé le classique, chez les francophones parce que le duplicate est hégémonique depuis plus de 50 ans, les anglophones, eux, qui jouent exclusivement au classique, eux ont eu le temps de le penser, ils ont eu le temps d'écrire des traités, ils ont eu le temps, de partager leurs réflexions, et ils ont fait des analyses sur plusieurs millions de parties simulées, Mhm. pour arriver à établir d'une façon, empirique un niveau de hasard, équivalent à 15%. Alors j'ai pas compris exactement comment ils l'ont calculé, Ah. par contre j'ai bien compris toutes les étapes qu'ils ont fait pour, Mhm. notamment le fait qu'ils ont, calculé le comment dire? Le capital des lettres. Donc en fait, ils ont calculé plus exactement, donc ça c'est, comment il s'appelle? César del Solar, donc est considéré par Francis Desjardins comme un génie, hein, pour, ceux qui ne connaisseraient pas César del Solar, et donc Mhm. a créé l'application Google et l'application, Aérolith. Oui, Heu, aérolite. voilà, donc César del Solar, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calculé pour tous les reliquats de 1 à 6 lettres, la Oui. valeur capitalistique de ce tirage. En gros, face à n'importe quel, autre tirage, Oui. combien tu vas faire de points en plus ou en moins, heu, avec un tirage donné. Ah. Ce qui permet de déterminer la valeur des lettres et donc de pouvoir mesurer le niveau de capital qui a été, distribué, parmi les joueurs, durant une partie, et donc d'évaluer ensuite, à quel point le hasard a été équitable ou inéquitable avec l'un à l'autre. Et dans ce type de distribution, puisqu'on tire tous plus ou moins 50 lettres dans une partie, tu Mhm. bien qu'on a une courbe, Et qui monte et qui descend. voilà, une courbe gaussienne, et que, on va dire, probablement, à sigma, plus ou moins 1, donc 68 des cas, on a probablement un niveau de chance équivalent, et que les extrêmes sont de plus en plus rares. Donc évidemment, on peut se raconter toutes les histoires et estimer Oui. qu'on perd à cause, et moi je suis le premier à le faire, hein. Oui. Je perds une partie, je blâme le hasard, hein, c'est naturel, puisqu'il y a une part de Ouais. hasard. Surtout quand c'est successif ou consécutif sur une journée ou sur un Voilà. tournoi. Ah voilà, voilà. Donc évidemment, sauf que quand c'est consécutif sur plusieurs parties, bien souvent, et ça tu le sais quand tu observes, c'est-à-dire si tu notes tes reliquats et que tu analyses avec un logiciel tes parties a posteriori avec un logiciel d'études classiques, justement comme Google ou comme Quackle, tu Quoique, vas te oui. rendre compte assez aisément que quand tu enchaînes les mauvaises parties, c'est qu'avec le découragement, de plus en plus, tu prends des risques, tu Ouais. pousses, tu forces tes tirages, et Mauvais donc choix. c'est le cercle vicieux.
Voilà. Et Tout le c'est monde un de peu choix qui pareil quand s'enchaînent. ça se passe bien. C'est un peu le cercle vertueux quand ça se passe bien. Oui, t'as l'impression que oui, t'as l'impression que tout ce que tu fais en fait correspond à la bonne étoile, mais il peut y avoir une logique derrière. Alors sur cette première partie-là, on va conclure avec justement en fait les compétitions, tu vois, que ce soit des compétitions nationales, mais bon, pour le coup, là, on va faire un petit focus sur les compétitions internationales. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de rondes, beaucoup de tournois, beaucoup de festivals, etc. Ça, c'est très, très bien. Mais d'un point de vue international, par exemple, sur le classique, qu'est-ce qui existe? Alors aujourd'hui, au classique, en international, il y a... Alors, je vais... là encore, je vais schématiser. Il y a un tournoi majeur en Afrique, qui est le championnat d'Afrique, qui Mhm. regroupe toutes les composantes du jeu, dont le championnat d'Afrique classique, Mhm. dont le tenant du titre est l'Ivoirien Zingbe, Ok. qui a aussi gagné dans beaucoup d'autres disciplines. Lui, c'est un joueur complet. Mhm. Et au championnat du monde, tu as deux épreuves. Donc, tu en as une troisième qui compte pas pour le championnat du monde, c'est l'Open, qui est une organisation nationale permettant d'accéder au championnat du monde. C'est la dernière chance pour se qualifier pour les joueurs qui n'ont pas obtenu leur qualification au sein de leurs équipes nationales, au sein de leur fédération. Donc ça, l'Open, généralement, se joue le premier jour du championnat du monde, en même temps qu'a lieu la première épreuve du championnat du monde en classique, qui est la Coupe des Nations, la Coupe Internation. Donc la Coupe Internation, elle réunit, alors la dernière épreuve, il y avait 16 équipes, 16 nations, enfin pas 16 nations, 16 équipes, donc une ou deux par nation, qui s'affrontent en poule, avec ensuite des playoffs. Et là, pour le coup, il y a eu 4 éditions. C'est une épreuve récente qui est apparue après le Covid. Oui. Et donc les deux premières ont été remportées par la France face à la Côte d'Ivoire et au Bénin, et les deux suivantes ont été remportées par la Côte d'Ivoire face à la France. Donc on Ok. a, en gros, on a sur les 8 finalistes de ces 4 éditions, on a 7 fois la France et la Côte d'Ivoire et une fois le Bénin. Alors, ce que j'ai aussi remarqué, et donc c'est une transition sur la question, c'est quoi la base? Aujourd'hui, pour être très très bon en classique, donc c'est-à-dire que gagner des compétitions comme la Coupe du Monde et comme d'autres, etc. Si tu devais en fait schématiser, on reste toujours dans la schématisation, tu devais schématiser, par exemple, sur 3 points. Euh, Talent, c'est-à-dire beaucoup de vocabulaire, stratégie, mentale. Comment est-ce que tu les mettrais, je veux dire, le meilleur joueur de classique qui peut gagner une compétition internationale, etc. Qu'est-ce qu'il doit avoir en termes de dosage? Est-ce qu'il faut qu'il ait plus de vocabulaire que de stratégie, plus de stratégie que de mental? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont en plus les champions? Alors, bon, d'abord, moi, j'en suis pas un, donc pour juger, c'est vraiment une appréciation vue de l'extérieur. Oui, J'ai l'impression, au regard du palmarès, que la stratégie, la capacité à bluffer, euh, et non, mais c'est oui, c'est vraiment la stratégie. Ils sont vraiment prépondérants pour gagner les grandes compétitions. On a très peu de joueurs experts en duplicate. On a des très bons joueurs, enfin, ils ont tous un très bon niveau duplicate, hein. C'est-à-dire que oui. c'est tous des séries 1A, 1B, Mhm. et cas exceptionnel, on a des deuxièmes séries. Mais généralement, c'est quand même des premières séries en duplicate. Donc il faut avoir un très bon niveau de duplicate. Mais de là à avoir le niveau de duplicate des meilleurs joueurs du monde du duplicate, ça n'est pas forcément nécessaire pour être champion du monde en classique. Euh, J'ai remarqué par exemple que sur le classique, tu as beaucoup de champions ivoiriens, congolais, etc., etc. Et souvent peut-être même, hein, je sais pas c'est quoi la proportion, mais c'est l'impression que j'ai, un peu moins de champions des autres nations de Scrabble. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en plus, par exemple, ces champions qui viennent d'Afrique, par exemple, et qui gagnent au classique, et pas en duplicate pour le coup? ouais. Alors, bon, d'abord, encore une fois, malgré tout, ça reste des très bons joueurs de duplicate aussi, hein. Mhm. C'est juste qu'il faut toujours mesurer les choses au regard de l'histoire. C'est au regard de l'histoire, le duplicate est pratiqué en Occident depuis 50 ans. Mhm. C'est la discipline reine en Occident, et par conséquent,
au fur et à mesure des années, avec la dotation en outils d'entraînement, Mhm. et la multiplication des tournois, on finit par arriver à des niveaux stratosphériques pour être champion du monde en duplicate. C'est vrai. En classique, c'est pas tout à fait le cas, et s'il y a bien un endroit où on joue en classique et on dispose d'expérience, c'est, en Afrique. Or, le niveau d'expérience à acquérir en classique, me paraît lui aussi très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment multiplier les matchs et les tournois et analyser ses parties pour constater les erreurs qu'on commet. Donc plus on joue en classique, plus on progresse, pas par le simple fait que, comme dans toute discipline, l'expérience apporte quelque chose, mais le classique a ceci de spécifique que celui qui dit aujourd'hui qu'il a tout vu au classique, il ment. Ouais. Il y aura toujours un truc qu'on n'a pas prévu qui va se produire, Mhm. là où au duplicate, sans dire que c'est plus prévisible, parce que c'est pas exactement ça. Quand tu as des coups en quadruple appui, il y a 2 joueurs dans le monde qui vont les voir à un instant T, si c'est pas à moins. Mais, disons qu'en duplicate, l'objectif est plus centré et le nombre de compétences, je vais essayer de le schématiser. En Mhm. gros, en classique, tu as besoin de beaucoup de compétences, donc c'est plutôt une vision, horizontale, et sur ces compétences, tu as un dosage plus ou moins fort, mais tu as pas besoin d'être à 100 sur chacun de ces niveaux-là quand tu joues. Je comprends. Alors Mhm. qu'en duplicate, tu as moins de compétences qui sont monopolisées, mais par contre, il faut vraiment être au top pour gagner. C'est Donc vrai. c'est plutôt vertical, tu C'est vois? vrai. C'est ça que je vois comme différence. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition pour la deuxième partie, qui est la partie comment est-ce qu'on se développe. Déjà, pour le coup, toi qui as beaucoup d'expérience sur le classique, toi déjà, comment entre 2019 où tu as vraiment commencé à entrer en club, etc., j'imagine que tu es venu, parce que tu jouais beaucoup de parties avec ton ami, avec un peu plus jeune, avec, etc., tu es venu déjà avec un bon bagage. Comment Non. est-ce que, Ah bah non, non. si, tu gagnais, Non. ah oui, Non, avec non. un, alors c'est peut-être le superlatif sur lequel on va pas s'entendre, mais jusqu'en 2019, tu avais quand même un bon niveau. Non, mais quand je suis arrivé en compétition, j'ai vu la différence tout de suite entre les gens qui pratiquaient notamment le duplicate depuis longtemps et qui avaient acquis du vocabulaire, et des joueurs qui viennent de l'extérieur comme moi et qui maîtrisaient pas tous les 3 lettres, par exemple. Mais comment tu Donc as fait justement? C'est surtout ça en fait. Comment tu as réussi entre 2019 et aujourd'hui à développer ce qui te manquait quand tu venais d'arriver? Donc c'est la partie vocabulaire. mmh, C'est quoi la technique? Et quelle est ta technique à toi, par exemple, pour apprendre, pour développer ton vocabulaire? Après, on d'accord. parlera de façon globale. Alors, pour résumer, il y a plusieurs facteurs. D'abord, j'ai eu du temps. Il s'est passé que, comme je te l'ai dit, en 2019, je suis tombé malade, donc j'ai commencé en 2019, j'ai fait quelques tournois. Ça a duré jusqu'en janvier, février, un truc comme ça. Mhm. Hem à cette époque-là, bah, j'ai fait quelques tournois. J'ai dû finir une fois avec plus de victoires que de défaites, et le reste du temps, j'avais toujours moins de victoires que de défaites, hein. Donc, c'est pour ça que je dis: «Il faut relativiser le niveau au début». Je sais pas, je faisais 410 points de moyenne, donc des choses qui permettent pas de gagner un tournoi, hein, très clairement. Donc à ce moment-là, j'étais assez, passionné, parce que du coup, je trouvais une alternative au sport, hein. Faut bien comprendre psychologiquement à quel point c'était, utile de pouvoir, trouver un truc à faire, et en plus, j'y emmenais un copain d'enfance, et on continue à jouer encore aujourd'hui. Alors d'abord, je me suis tourné vers les livres qui existaient, et j'ai pu, découvrir un livre, de grande qualité écrit par, Vincent Labbé, heu, voilà, qui était un traité de classique, par, par petits récits, en fait. Il narrait dans son bouquin, il narre une dizaine de parties, avec, beaucoup d'humour, et donc déjà, ça m'a apporté en termes de technique duplicate, et aussi en termes de stratégie. Donc ça, c'était vraiment le premier pas. Bien. Et ensuite, bah, j'ai appris, du vocabulaire, j'ai acheté, l'ODS, des trucs comme ça, et j'ai potassé un petit peu, mais c'était vraiment très léger. Et à ce moment-là, j'ai gagné du temps, enfin j'ai obtenu du temps par le fruit du hasard, c'est-à-dire que ma maladie s'est accélérée et je me suis retrouvé alité, et je suis resté alité, de février, donc un mois avant le covid, et Oui. comme en plus il y a eu le covid Il y a après, eu le bah, Covid, ouais. voilà. Ça fait, et et donc pendant cette période, j'ai passé 16 mois alité, et ah, pendant ces 16 mois, et ben, je ne pouvais pas faire grand-chose à part utiliser un ordinateur puisque j'étais au lit, et pendant ces 16 mois, et ben, je me suis connecté à la communauté. ah oui. Donc on a commencé à organiser, comme moi je venais de commencer, j'avais envie de jouer, et donc j'ai commencé à jouer en ligne. Oui. Plus j'ai joué en ligne, plus j'ai connu des gens, et plus j'ai connu des gens, et plus j'ai monté des choses. Ce qui fait que, Mhm.
Ensuite, la deuxième influence qui s'est produite, c'est que Sylvain Raveau, du club de Nancy, non plus maintenant, il est à la Garena maintenant, mais à l'époque il était à Nancy, a organisé une compétition en ligne qui s'appelle les Masters Classiques. Je sais pas si Mhm. tu en as entendu parler. Oui, j'ai entendu parler des masters classiques, même Voilà, si j'ai donc pas c'est. compris. Alors les Masters Classiques, en gros, c'est une compétition qu'il a montée ad hoc comme ça pendant le Covid pour occuper la communauté, qui a été Mhm. diffusée sur YouTube et Mhm. qui opposait 16 joueurs, 16 joueurs et joueuses triés sur le volet, Mhm. dont l'essentiel était des champions du monde de classique ou de duplicate, et qui Mhm. s'est terminé par une finale qui, si je ne m'abuse, opposait Samson Tessier et qui a battu en finale Antonin Michel. Je crois que c'est ça, et je suis Mhm. plus tout à fait sûr. Ok. Mais du coup, ces gens-là que je connaissais pas, enfin, je connaissais juste Jean-François Lachaud, je pense, Oui. personnellement. Mhm. Pour les autres, je les connaissais de nom. On a commencé à les voir en ligne, à les voir, comment dire, débriefer leur partie, Oui. etc., etc. Donc là, c'est du gain en Mhm. termes Expérience. De d'expérience, vécu. enfin pas d'expérience, de partage d'expérience, voilà. Oui. Donc apprentissage de la stratégie. Et puis surtout, on, euh, en essayant de mimer l'initiative de Sylvain Ravon, on a commencé avec deux, trois personnes à organiser des compétitions en ligne qui regroupaient 32 ou 64 joueurs. Et donc là, pareil, ça permettait de se connecter avec des gens. Ce qui fait qu'à cette période, je me suis retrouvé à jouer assez régulièrement de façon amicale avec des joueurs du calibre de Parfait Mwanda ou de Atanas Tapsoba qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné enfin, tout un tas de tips Tips quoi? pour mieux comprendre. Mhm. Et ensuite, on est arrivé quelques mois plus tard, où je me suis dit, eh ben, si je faisais un truc comme a fait Sylvain Raveau, mais avec des équipes nationales. Et Ah. donc, il y a Thierry Hov qui m'avait parlé de l'idée de jouer en double et potentiellement de jouer sur un modèle Coupe Davis. Donc, Donc, par c'est en exemple, paire? voilà, donc en mode Coupe Davis, c'est-à-dire tu as deux joueurs dans une équipe, Oui. ils s'affrontent en croisé au match 1, 2, 4 et 5, et le match Oui. 3, c'est un double, ce qui permet de jouer 5 parties et de faire D'accord. gagner les équipes 5-0, 4-1 ou 3-2. Et donc à ce moment-là, avec une petite équipe qui était composée de Johan Controu, de Benjamin Gascuel, de Clément Mollet et de Christian Dramar, on a organisé avec l'aval de la Fédération internationale, puisqu'on a présenté un dossier à la Fédération internationale, on a organisé la Coupe des Nations classique qui a regroupé 16 nations, dont la Grèce. Donc c'était la première apparition en tant que nation participante du Scrabble francophone. Et ça s'est terminé par la victoire du Congo, la République du Congo, hein, pas la République démocratique du Congo, la République du Congo, Oui, le Congo-Brazza. Congo-Brazza, en finale contre la France. Et donc au Congo, dans l'équipe du Congo, tu avais Cyril Chikaya et Dalé Maloki. Et dans l'équipe de France, Oui. tu avais quand même Samson Tessier et Benjamin Valour, donc une sacrée équipe. Puis tu avais des super joueurs aussi dans les autres nations. Par exemple, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais Oui. je pense au Gabon où tu avais Belfegor, Mpagar et Teno qui avaient fait une Oui. finale de championnat du monde. Voilà, tu avais plein de Oui. très bons joueurs. Oui. Oui. Voilà. Et c'était en ligne? C'était en ligne, ouais, elle est Ok. diffusée. Tu peux trouver quelques matchs sur la chaîne de Scrabbleophile de Sylvain Raveau. Tu peux trouver quelques matchs diffusés, dont la finale nécessairement. Et puis bon, j'en ai quelques-uns sur la chaîne de l'Union Panhellique de Scrabble aussi, voilà, qu'on peut regarder. Et donc après cette compétition, ben j'avais été en contact puisque je l'organisais avec tout un tas de joueurs et Benjamin Valour m'a proposé de rejoindre son club à Fruges. Oui. Et donc c'est là, donc on y allait avec Clément Mollet et c'est là qu'on a progressé puisqu'il nous a appris, il nous a formés quoi, on va dire. Donc voilà, ça c'est des accélérateurs. Et pour ta question sur le vocabulaire, ben, j'ai utilisé plusieurs logiciels d'apprentissage en ligne. Et le dernier que j'utilise est un logiciel qui m'a été présenté par Pierre Bergeron de la Fédération du Québec et qui me Oui. permet de recevoir des listes de mots à faire tous les jours. Et donc, bah, selon les périodes, là, l'an dernier, je me suis beaucoup entraîné. Je faisais entre 800 et 1000 tirages Bon. par jour. Et là, cette année, comme j'ai changé de travail, j'ai un peu moins de temps et je suis plutôt Oui. entre 200 et 400 par jour. C'est quoi? C'est les styles de Elimo, ce genre Ouais, c'est un peu comme ça, mais c'est sans saisie. C'est juste, on te présente un tirage dans l'ordre, Oui. on te présente l'alphagramme et tu dois Oui. retrouver le ou les mots que ça permet de former. Et du coup, il y a
dans ma version à moi, j'ai enlevé tous les verbes conjugués. C'est-à-dire que D'accord. dès qu'il y a un tirage avec que des verbes conjugués, il ne m'est pas présenté, mais tous les autres me sont présentés sous forme de thématique, c'est-à-dire cette lettre avec deux semi-chers, Oui, etc., oui, etc. Voilà. oui, oui. Et donc, du coup, quand tu... Parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que je pense que toi, en arrivant au classique jusqu'en 2019, tu avais en fait un peu comme tout le monde, hein, la façon de jouer normale, le vocabulaire un peu normal, avec souvent les lettres chères qu'on travaille, etc. Quand tu arrives avec ce bagage-là, qui est non négligeable, hein, mais qui est loin du standard des champions, on est d'accord? Quand tu arrives avec ça et que tu rentres maintenant enfin, dans le giron, on va dire, de la cour des grands, qu'est-ce que tu as en fait comme mode en premier? Est-ce que tu te dis, je travaille les lettres chères? Est-ce que tu te dis, Hum, comment ça se passe? Ouais, la première chose que j'ai fait, c'est toutes les lettres chères de 2 à 8 lettres. De 2 à 8 lettres. Ah ouais, tu Oui. avais le temps. Ah bah, j'étais au lit, hein. Je pouvais rien faire d'autre, quoi. Ok. Ah oui. C'est parce que ça, une fois que tu as tout ça en tête, en classique surtout, c'est important ça. Et donc, du coup, ça, tu as vu au fil du temps, au fil des mois, des années, ce que ça t'a apporté? Ah bah là, j'ai une anecdote où je pense que j'ai eu un peu de chance quand même, hein, mais en fait, comme je te disais, il y a eu le Covid, et donc j'ai pas joué de tournoi pendant un an, un peu plus d'un an. Mhm. Et le premier tournoi où je suis revenu, je l'ai gagné avec 9 victoires et 0 défaite. Donc ça avait l'air d'avoir un peu marché. Eh ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ok, bah écoute, j'ai retenu hein, que aujourd'hui, ça c'était un peu toi par rapport à ce que tu veux. Maintenant, par rapport à l'entourage en fait de champion, hein, parce que pour le coup, Lazare a fait et l'expérience a fait que tu en as côtoyé beaucoup. Mm. Pour toi, quand tu les regardes de loin ou de près, qu'est-ce qui, par exemple, pour les gros champions, hein, sans même les citer, hein, qu'est-ce que selon toi est en fait le lien, le point commun entre tous les champions? Qu'est-ce qu'ils ont en fait en commun? Alors je sais pas te répondre parce qu'en fait, je trouve qu'il y a plein de diversité. Ah, c'était sur ça que je voulais venir. Ouais, Donc, du coup, en fait, ça, il n'y a pas une recette fixe, en fait, ça varie. je crois pas. Lui, Je il va crois être pas. très fort sur ça, l'autre, Ouais. il va être très fort sur ça, Bah, etc. par exemple, il y a des joueurs qui sont très intuitifs. C'est-à-dire qu'ils sentent vraiment quel est le bon coup à faire, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner avec des inférences. Ça, c'est un exemple, ce mode d'anticipation par l'inférence, c'est plutôt le côté intuitif qu'on retrouve chez un Benjamin Valour. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut le percevoir comme de l'intuition, mais c'est pas que comme de l'intuition, c'est aussi un travail. Ok. Et ensuite, chez pas mal de joueurs africains de haut niveau, et c'est là que tu vois que l'expérience locale de multiplication, de joutes sous divers formats Mhm. joue, tu as un très fort niveau de capacité à jouer avec l'entropie, à créer le chaos sur la grille ou à le faire Oui, disparaître partout, en c'est ça, fonction tu du dis? besoin. Non, mais c'est Ok. vraiment la capacité à le créer ou à l'arrêter, ou à l'empêcher. Et ça, c'est vraiment une caractéristique. Je veux pas dire, j'aime pas dire les Africains parce que c'est une diversité très Oui, importante, oui, mais la communauté du Scrabble est quand même petite. oui, Et par conséquent, comme ils se côtoient beaucoup, soit en ligne, soit parce qu'il y a les champas chaque année, oui. tu retrouves quand même ces traits de caractère. Voilà. Et ils Mais ont, ils s'entraînent. La majorité que je connais, même si c'est des nationalités différentes, en voilà. ligne, ils jouent beaucoup ensemble. Donc ça Et ben donne voilà. aussi. Du C'est fait de la taille de la communauté. c'est ça, c'est Mm. ça. Et oui, effectivement. Alors, est-ce que le fait de beaucoup jouer, ça peut être une façon d'apprentissage? Ou bien il y a une façon d'apprentissage qui est meilleure qu'une autre? Faire des listes, par exemple, Mm. au duplicate. J'ai reçu ici Alexis qui m'a dit que lui, il faisait des listes. Mm. J'ai aussi échangé avec Thomas Potier, qui est aussi un joueur de classique. Il me dit que lui, il a du mal à faire des listes. Lui, c'est plutôt de faire des parties, beaucoup de parties, etc. Est-ce qu'il y a une façon de faire, il y a une meilleure façon de faire au classique, ou bien euh, Alors, on je- peut faire tourner ça, ce qu'on a déjà? si je le savais, je ferais pas Serie A et 4D.
Ça fait que Euh, 5 ans hein, pour toi. Attention, ça fait que 3, ça fait que quatre oui, cinq ans. Moi, je considère qu'en quatre oui, cinq ans, tu as quand même fait des progrès. Après, oui, tu l'as expliqué pourquoi, mais tu as fait oui, des progrès de malade en 4 ans. oui. Après, j'ai pu avoir maintenant malheureusement le temps de continuer à m'entraîner autant, mais euh, donc du coup, je suis pas sûr d'avoir la réponse eu égard à mon niveau. Par contre, ce que je Oui. peux dire, c'est que c'est compliqué. Ça serait compliqué pour moi de pas appréhender le Scrabble comme un tout, et c'est pour ça que j'essaye de m'entraîner sur tous les niveaux. C'est-à-dire, sur le plan stratégique, si j'ai un doute, je discute avec des gens autour de moi que j'estime qualifiés, donc que Mhm. ce soit au sein de mon club ou pas. Toujours sur le plan stratégique et aussi pour contrôler que j'ai pas fait d'erreur, toutes mes parties officielles, je les analyse sous Quackle, c'est-à-dire que quand je joue en classique, je note mes tirages et je les Ah, analyse toutes sans exception. c'est toi qui avais un livre avec des pages, c'était toi. Je me Euh, rappelle en tournoi, c'est toi qui avais un petit où tu avais tous les trucs, toutes les feuilles avec tous les tirages qui sont mentionnés dessus. Si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être toi que j'avais vu non, qui je pense fait pas. Je pense pas. toi ou Généralement, Rachid. je Toi viens ou en tournoi Rachid. qu'avec. Oui, c'est peut-être Rachid. Moi, je viens qu'avec mes feuilles de match. Euh, D'accord. et Et donc, donc, du du coup, tu gardes tout dans un tournoi, tu gardes tout et à la je les maison, analyse toutes, sans exception. waouh. Ah Même ouais. quand il y a un écart énorme, parce qu'en fait, le diable se niche dans les détails, et donc on peut vérifier quand même ce qu'on aurait pu faire de mieux. Très, très. Et l'avantage, c'est qu'il y a des logiciels classiques qui permettent de faire cette analyse, ce qui n'a pas forcément été le cas il y a 20 ans pour les joueurs qui ont appris plus intuitivement, d'où leur mérite d'ailleurs. Donc ça, c'est la partie stratégie. Et ensuite, sur la partie vocabulaire, bah, comme je t'ai dit, j'utilise une application pour continuer à apprendre du vocabulaire. Et aujourd'hui, je suis à 55% de l'ODS, donc tu vois, j'ai encore un peu à en découvrir. Waouh. Waouh, c'est Euh, pas mal. et enfin, dernier, comment dire, dernière dimension, même si j'ai moins de temps pour ça, j'essaye quand même de m'astreindre à faire des parties de topping pour m'habituer, enfin, pour travailler la technique de grille et les réflexes, quoi. Enfin, Oui. voilà, Euh, ça c'est la partie que je fais le moins et c'est celle que j'aimerais pouvoir augmenter, mais malheureusement, entre l'an dernier et cette année, comme j'ai changé de travail, j'ai dû ouais, diminuer la ce voilure. que tu Voilà. avais au début des années 2000, tu l'as plus là. Ça, début des Ouais, années voilà. 2020, tu l'as plus. Et d'ailleurs, Mm. une transition, parce que ça va être la dernière question sur cette partie-là. C'est aujourd'hui, quel temps tu accordes au scrap? Combien de temps tu accordes au scrap ou par jour, on va dire? Quand tu dis 800 mots par jour, Ouais, ouais. je me demande, ça fait que c'est sur combien d'heures ça? Pour L'an faire 800. l'an dernier, j'étais tranquillement sur 1h45 de vocabulaire par jour, Wow. plus du jeu autant que possible. Là, aujourd'hui, je suis plutôt sur 1 heure plus 1 heure, quoi. 1 heure de vocabulaire et 1 heure d'amusement, faire un topping ou faire une partie classique en ligne, pour avoir aussi un peu de plaisir, parce que le vocabulaire, c'est quand même la partie la moins fun. Mais il faut la faire en fait. C'est comme les fractionnés au foot. Si tu fais pas de Quand tu dis, fractionnés, quand tu dis faire des parties classiques en ligne, tu les fais où, les parties classiques en ligne? alors malheureusement, enfin, je j'ai pas l'opportunité d'attendre qu'il y ait quelqu'un pour se connecter sur ISC ou sur Classy-Jeux ou sur Googles. Donc je suis plutôt à jouer contre un droïde. Mais ça, c'est plutôt comment maximiser les temps de pause quand j'ai 5 minutes pour souffler. Oui, oui. C'est pour travailler les réflexes en fait. Et c'est plus Donc, agréable IST, que c'est faire du quoi? C'est vocabulaire. parce que tu as une cote trop élevée, tu n'as pas souvent de sparring partner, parce que ta cote Non, est c'est trop parce élevée? que j'ai pas souvent. Parfois, j'ai le temps de jouer que deux, trois coups. Il faut que je m'arrête, donc je Ah peux oui, jouer c'est vrai. pendant. Ah Voilà. oui, c'est Mais du je joue que instantané. voilà. Donc ça, c'est vraiment une question de manque de temps. Ouais, j'imagine. Alors, on va faire la dernière partie. C'est la partie hein, qui est plus courte, hein, c'est la partie perspective hein, en termes de challenge. Et toi, comment est-ce que toi, tu te projettes? Quels sont tes objectifs à court et moyen terme? Je sais qu'il y a les championnats du monde de Trois-Rivières qui arrivent. Mm. Est-ce que c'est dans tes plans? C'est au Canada? Est-ce que c'est dans tes projets? Comment ça va se passer? Comment ça se passe généralement à Ouais. l'approche des championnats du monde pour toi? Alors, c'est dans mes projets. Les derniers se sont bien passés, hein. J'ai fait une performance pas trop mauvaise à... on était où, à Montauban. Oui. Donc, de là à dire que c'est répétable à l'envi avec le peu d'entraînement que je peux y consacrer, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ça donne envie de pas rater une épreuve. Donc oui, c'est dans mes objectifs. Et malheureusement, compte tenu de mon travail, je
pourrais pas y consacrer plus que ce que je fais aujourd'hui. Donc il faut espérer que je réussisse à avancer un peu sur le vocabulaire et à continuer à participer aux compétitions classiques, hem, pour engranger de l'expérience. Puis après, je je sais pas comment le dire, mais Mhm. j'ai pas des attentes, démesurées, encore une fois, au regard de, le temps depuis lequel j'ai commencé, le niveau de disponibilité que j'ai pour m'entraîner, et puis le niveau d'adversité qui peut exister aussi, hein. Il faut être clair Voilà. là-dessus. Quand tu joues contre quelqu'un qui a commencé le Scrabble à 10 ans, les tirages sont ancrés en lui parce que, la jeune enfance, la mémoire fonctionne mieux dans la jeune enfance que passé 30 ans quand, on grille plus de cellules que ce qu'on en reconstruit. Super. Ok, bah écoute, bah merci, on est arrivé au terme. L'échange a été très très Je t'en intéressant. prie, Merci beaucoup pour la plaisir. générosité et tous les échanges tous les bons tuyaux que tu as donnés. Donc je pense que ça va beaucoup intéresser les abonnés, notamment classiques, hein, des différents pays où c'est le classique qui prédomine. Est-ce que tu as un mot de la fin? Ah, tu me prends à froid. Bah, écoute, non, je voudrais juste te remercier pour, l'organisation de cette, enfin le la création du groupe Passion Scrabble, et de ta chaîne, et surtout de laisser de la place aux classiques puisque c'est une discipline minoritaire. Donc Mhm. ce qui prouve que malgré ta préférence pour le duplicate, tu fais de la place à toutes les composantes de la communauté et donc je voudrais vraiment te remercier pour ça. Merci beaucoup, merci à toi et on te dit à très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci, Merci en merci à fait. toi aussi, à bientôt.